Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Bernard Godard. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien spécifier à notre auditoire que monsieur Bernard Godard, professeur à l'Institut catholique de Paris, chercheur associé au CEDOR, le Centre d'études en sciences et en religion, expert de l'islam de France, ancien monsieur islam de France, ancien chargé des missions au bureau de culte du ministère de l'Intérieur, chargé des relations avec le culte musulman. Monsieur Godard, j'ai quelques questions qui sont d'actualité par rapport à tout ce que vous avez pu suivre avec nous. Ça fait presque maintenant 1 an et demi qu'on a traité ce dossier de l'islam en Île-de-France avec un grand nombre d'intervenants. Et on est arrivé à la période estivale après les 6 mois qui a été annoncé par le président de la République pour mettre les jalons de l'Organisation de l'Islam de France. La question principale, le CFCM a fait 100 ans et bientôt de nouvelles institutions verront le jour. Qu'en sera-t-il des personnels et des locaux? On fait table rase de tout et on recommence avec de nouvelles idées. Un personnel renouvelle et des moyens conséquents ou on prend les mêmes et on recommence. Oui. On prend les mêmes et on recommence, ça paraît difficile parce que le CFCM qui avait bien débuté, il faut le dire, en 2003, 2004, 2005, il y avait une volonté générale de la part de tous les acteurs, quels qu'ils soient, dépendants ou pas des pays d'origine, tout le monde était d'accord pour participer à une œuvre collective. Petit à petit, les choses se sont figées, surtout à partir de 2005, c'est-à-dire assez rapidement, dès 2005, c'est-à-dire 2 ans après sa création. Voilà. Et puis les choses se sont ossifiées, se sont rigidifiées. Des notables sont arrivés à des postes de responsabilité, mais qui étaient décalés par rapport aux vrais acteurs de terrain. Enfin bon, bref. C'est vrai que le CFCM n'a fait aller que de mal en pire dans ce sens-là. Et un bel outil quand même. Ils l'ont pas utilisé. Donc du coup, si vous voulez, je vais pas détailler dans chaque partie composante du CFCM, mais disons qu'aussi bien dans la partie marocaine ou dans la partie turque, qui sont les parties principales du CFCM, ceux qui ont maintenant l'hégémonie au sein du CFCM, ça n'a plus grand-chose à voir avec la réalité de terrain, oui, c'est clair. Donc du coup, il faut tout rénover. Est-ce qu'il faut garder le CFCM tel qu'il est dans ses structures, en tout cas telles qu'elles ont été élues en 2003, enfin les statuts? Non, sûrement pas parce que c'est vrai que c'est un des facteurs qui a permis la dégénérescence du CFCM. Il faut complètement revoir la notion de représentativité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous me posez la question de savoir est-ce qu'il faut nettoyer, pas nettoyer, dégager. Alors, il y a une chose dont je suis absolument sûr, c'est que l'État, depuis 1989, les années 90, le Conseil français du culte musulman, il a été jusqu'au bout du bout dans la participation, dans l'aide apportée aux responsables associatifs musulmans pour se constituer en tant que, qu'organe représentatif. Bon. Soyons clairs, aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que l'État ne peut pas se substituer aux musulmans pour qu'ils définissent eux-mêmes leur propre structure. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense que c'est une erreur de vouloir effectivement diriger, constituer, doter l'islam. C'est qui l'islam? De structures. Je pense que c'est un peu prétentieux, disons le mot. Du coup, si vous voulez, comment toutes les énergies qui peuvent se mobiliser pour rénover les statuts, les changer, puisque vous posez la question, les changer, eh bien, il faut associer, en 2000, quand effectivement toutes les opérations ont été montées, on était branché sur le culte, rien que le culte, mais ça c'est l'État qui le demandait, parce qu'il n'avait pas à se mêler d'autre chose que la pratique cultuelle. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut se résoudre au fait qu'on ne peut plus laisser de côté
d'autres personnes et non pas et puis il ne faut pas se limiter aux gestionnaires des lieux de culte. Ça, c'est une grosse erreur. Il faut effectivement associer un maximum de gens, d'acteurs musulmans, croyants, fidèles, qui veulent participer à la création d'une nouvelle structure ou de nouveaux types de représentativité. Mais c'est les musulmans eux-mêmes qui le définissent. Personne d'autre ne peut le faire à leur place. Bien entendu. Voilà. Non, parce que là vous, sincèrement, ce que vous êtes en train de me dire, ça m'interpelle. Ça m'oblige à vous poser une question qui n'était pas prévue, hein, en toute sincérité. Vous avez dit que l'expérience turque et marocaine, elle n'était pas positive, hein, donc soyons clairs. Donc maintenant, ce qu'on suit la réalité, on suit un petit peu l'actualité. Vous le savez pertinemment, comme quoi cette émission a suivi cette actualité de l'islam en et de France depuis un certain temps. On voit aussi, est-ce que l'expérience algérienne, elle est prête à être acceptée ou employée à la place de ces deux expériences marocaines et turques, vu que l'Algérie, depuis un certain temps, parle de l'expérience algérienne, notamment avec des intervenants de haut niveau, hein, donc des conseillers même du ministre des Affaires religieuses algérien qui est passé chez nous, qui l'a dit, comme quoi l'expérience algérienne, on la propose à la France, et encore mieux, on voit avec la formation des imams à travers la mosquée de Paris. Donc, moralité de l'histoire, est-ce que peut-on conclure comme quoi, tout simplement, il est temps de mettre à l'œuvre cette expérience algérienne qui est assez importante et qui a montré ses preuves par rapport à son expérience qui a duré plusieurs années aussi, hein, de combattre le terrorisme. Oui. Alors, bon, pour revenir sur ce point précis, je crois qu'aujourd'hui, en 2018, on ne peut plus parler d'expérience marocaine, d'expérience turque, d'expérience algérienne. C'est fini, ça. C'est fini. C'est terminé. C'est que les gens aspirent à une expression française de tempérament, d'existence, des acteurs de terrain, et c'est fini. C'est-à-dire que dans le fond, la marocanité n'est pas du tout quelque chose de un poids. Au contraire, l'expérience marocaine en tant que telle peut insuffler beaucoup d'éléments positifs dans l'islam de France, à condition que ce soit l'islam de France. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je vous ai dit marocaine et turque, bien sûr, peut-être j'aurais dû rajouter des gens qui étaient directement des relais finalement d'une volonté plus étatique marocaine ou turque, enfin surtout dans le cas turc, encore plus que dans le cas marocain. Le marocain, c'est plus subtil, mais dans le cas turc, on est en présence d'une ingérence directe d'un État dans l'islam de France. Et ça, c'est inadmissible, à mon avis. Bon, mais ça, mettons l'exemple turc à côté. Mais l'exemple marocain, c'est vrai que c'est pas le Maroc en lui-même, puisque beaucoup d'acteurs de terrain qui sont désireux, d'être indépendants, de jouer un rôle, sont des gens qui sont franco-marocains d'origine. Donc du coup, c'est pas la marocanité que je conteste dans cette affaire, mais ils sont susceptibles de faire quelque chose, ils peuvent créer quelque chose, et ils feront, s'ils le veulent, ils vont chercher du côté de Rabat des expériences, des conseils avisés, mais c'est très bien, heureusement. Quant à l'expérience algérienne, vous en parlez, mais c'est encore plus, je crois qu'il n'y a pas d'islam officiel algérien. La mosquée de Paris, certes, est censé être le représentant de l'islam officiel, mais dites-moi quel est l'islam officiel algérien. Il n'y en a pas, je crois qu'en fin de compte, la plupart des mosquées dites de sensibilité algérienne sont pour la plupart indépendantes, se sentent effectivement par tempérament proches peut-être d'une sensibilité algérienne. Par exemple, au moment de la décision du début du Ramadan, par exemple, je donne cet exemple, mais comme d'autres. Mais vous savez, quand vous allez voir sur le terrain un peu partout, la plupart des mosquées dites algériennes n'ont pas beaucoup de choses à voir avec la mosquée de Paris. La mosquée de Paris, oui, ça reste un symbole entre les mains de l'Algérie. Mais je ne crois pas qu'il y ait une expérience algérienne de l'islam de France comme il y aurait une expérience marocaine de l'islam de France, une expérience turque de l'islam de France. Simplement, aujourd'hui, en 2018, la plupart des acteurs de terrain sont des gens qui sont pour beaucoup nés en France, ce qui n'était pas le cas encore il y a 10 ans, et donc du coup sont plutôt désireux de développer un islam en France. Voilà, tout simplement. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on sait davantage, M. Godard, aujourd'hui sur les outils politiques et légaux qui seront déployés pour réaliser cette opération
que vous avez défini, comme quoi il est temps de parler d'islam de France. Bah, si vous voulez, bon, le président de la République a fait des déclarations, bon, pour la rentrée prochaine. La marge de manœuvre de l'État, elle est la même qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Elle est plus limitée qu'on croit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de définir un cadre, de l'imposer, encore moins de l'imposer. Mais, si vous voulez, l'accompagnement de l'État, c'est peut-être au niveau législatif de permettre, en particulier dans la loi de 1905, non pas de la modifier, mais de dire, par exemple, tiens, je donne un exemple, hein, on va renforcer les règles de fonctionnement des associations de la loi de 1905, des associations cultuelles, bon, qui existent depuis 1905, certes, mais qui, bon, dont les statuts sont déposés en préfecture et tout, mais bon, dans le fond, les préfectures ne prêtent pas une attention très soutenue à la plupart de ces associations. Mais l'État a les moyens, effectivement, par le cadre des préfectures, de dire ah bah tiens, vous déposez chaque année la comptabilité de vos associations. Ah ben on va mettre notre nez dedans, on va regarder effectivement, etc. Ça c'est peu connu, mais c'est un des aspects. Mais vous voyez, c'est à la marge. Mais par exemple, là on est en train de s'illusionner. Par exemple, on dit il va y avoir la création d'une taxe halal. Non, l'État ne peut pas créer de taxe halal. La taxe, d'ailleurs, c'est un domaine préservé de l'État, mais il ne peut pas se permettre de mettre au point un prélèvement religieux. C'est quelque chose qui peut se mettre en place à l'initiative des religions elles-mêmes, et puis voilà. Donc, du coup, si il y a, par exemple, un prélèvement obligatoire ou consensuel, je ne sais pas, de la part des acteurs du halal pour aider le culte musulman, c'est à l'initiative des acteurs du marché de la viande et des acteurs religieux. C'est à eux à discuter les uns avec les autres pour voir un peu comment ils peuvent s'arranger pour créer quelque chose. Mais c'est sûrement pas l'État qui peut aider, si vous voulez, à la formulation juridique de ce genre de cadre. Oui, mais c'est tout. Il ne peut pas décider à la place des acteurs de le faire. Oui. Parce que la question qui se pose, c'est d'actualité aussi. Donc, comme vous l'avez bien suivi, hein, donc il y avait ce projet proposé par M. Hakim Al-Karoui, présenté dans les journaux nationaux Le Monde et Le Figaro, concernant l'organisation financière, on a dit financière du culte musulman en France. Que cela représente pour vous, vu ce que vous êtes en train de me dire, comme quoi l'État ne peut intervenir. Et en même temps, il y a des propositions qui ont été faites par quand même Hakim Al-Karoui. On sait personnellement, il y a l'Institut Montaigne qui est derrière et tout le poids de cette étude qui a été faite par l'Institut. Est-ce que selon vous, ce projet proposé par Hakim Al-Karoui est réalisable ou pas? Le projet, c'est-à-dire tout ce qui concerne, parlons du financement par exemple. Bon, mais par exemple par rapport à des structures telles qu'une fondation, qu'une association cultuelle, justement, c'est le cas de le dire, plutôt à vocation nationale et non plus simplement pour une gestion de mosquée, effectivement, elle se mêlera de regarder un petit peu comment est financé le culte, comment les flux arrivent et repartent, etc. En fait, il parlait de transparence. Mais cette transparence, c'est pas l'État qui peut l'imposer. Il y a le cadre légal. Il y a des cadres légaux qui permettent effectivement à ce qu'il y ait des flux financiers qui viennent, qui ensuite soient répartis. Le cadre légal et le cadre, il n'y a pas besoin d'une action politique particulière pour que ce cadre soit mis en place. Simplement, effectivement, je pense qu'il y a eu par exemple une proposition qui a été faite par l'Union des mosquées de France, qui était tout à fait intéressante, effectivement, sur cette transparence. Mais ces propositions qui ont été faites par l'Union des mosquées de France est tout à fait intéressante parce que elle ne demande pas une action, une intervention particulière de l'État. Hein. Par exemple, en revanche, ils demanderont effectivement qu'il y ait beaucoup plus de transparence, que les gens payent plutôt par chèque que en liquide. Enfin, vous savez, tout ce genre de détails que tout le monde connaît, qui fait que bon, quand on dit qu'on veut un peu plus de transparence au niveau des flux financiers, c'est possible de le faire. Et puis voilà. Mais si vous voulez, l'État à ce moment-là peut intervenir à la demande des différents acteurs pour
pour faciliter, mais je ne vois pas comment. Mais vous voyez, c'est techniquement parlant. Bon, il y a eu la fondation des musulmans. Alors la fondation, c'est intéressant parce que une fondation, effectivement, l'État est beaucoup plus présent dans les fondations. C'est statutaire, hein, c'est prévu comme ça. Donc la fondation des musulmans de France, de l'Islam de France, je ne sais même plus comment elle s'appelle, fondation de l'Islam de France. Bon, France, dont le président est Jean-Pierre Chevènement. Bon. Là, effectivement, on est en présence de structures qui sont surveillées, entre guillemets, par un conseil d'administration. À l'intérieur de ce conseil d'administration, il y a 3 hauts fonctionnaires qui siègent. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, l'action de l'État. Mais l'association cultuelle, là, donc, qui serait adossée à cette fondation, par exemple, eh ben, elle va obéir aux règles qui régissent les associations de la loi de 1905. Un point, c'est tout. Elle ne pourra pas avoir le même statut, les mêmes juridiques que la fondation. Vous voyez, parce qu'on vit actuellement la naissance, comme elle a été annoncée par M. Kubibish sur notre antenne, d'une association qui va gérer le CFCM, qui va gérer le financement du culte musulman. Sauf qu'on parle de CFCM, hein, donc on ne parle pas de la totalité des financements. Tout à fait. Donc ça, il faut bien préciser les choses. Et vu ce qui se passe, on est un petit peu perdu quelque part. Oui. On est un peu perdu, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est perdu autant que musulmans, on est perdu que des gens qui observent de près ou de loin cette évolution de représentativité de l'islam de France, ou bien en France. Comment l'État peut agir, quelle marge de manœuvre qu'il peut avoir l'État pour rassurer les musulmans lambda. Alors, bon, soyons clairs, il y a, pour résumer un petit peu, vous avez 4 types d'initiatives. La première initiative, c'est le rapport Karoui, qui fait suite un petit peu avec ce qu'il avait fait dans son ouvrage à travers l'Institut Montaigne, qui sont les propositions d'Hakim Karoui, à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de propositions, dont celle de la création d'un moufti de France, etc. Ensuite, deuxième initiative, vous avez celle du CFCM, qui est beaucoup plus récente, qui s'entend qu'effectivement les choses bougent et que l'État va se mouvoir et que effectivement il y a aussi les déclarations d'Hakim Karoui, dit c'est nous qui allons prendre en charge l'association cultuelle que l'État a appelée de ses voeux. C'est-à-dire, voilà, cette fameuse association cultuelle que vous attendez, nous allons la faire. Ça, c'est la deuxième initiative. Il y a une troisième initiative qui est celle de l'État lui-même, qui a, au début de juillet, lancé dans toutes les préfectures des invitations demandant au préfet d'essayer d'inviter toutes les personnalités musulmanes du département pour qu'on réfléchisse et pour que des propositions émanent. Ça, c'est la troisième proposition. Et puis, il y en a une quatrième qu'il faut pas oublier, celle qui a été montée par monsieur Marouane Mohamed, qui a lancé un sondage auprès des mosquées pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de la réforme du CFCM, de la réforme de l'Islam de France. Faites-nous parvenir vos avis, etc. Il a recueilli les avis d'un certain nombre de mosquées. Bon, et ça y est. Alors c'est vrai que je comprends, moi je mets à la place des musulmans, je dis mais qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a l'État, il y a une personnalité comme Marouane Mohamed, il y a Hakim Karoui, il y a ça va un peu dans tous les sens. Hein. Alors pour le moment, aucune de ces 4 initiatives n'a débouché sur quelque chose de vraiment concret. Hein. C'est en œuvre, c'est mis en œuvre, mais disons qu'à un moment donné, soit il va y avoir une convergence entre tous ces gens pour s'entendre sur un programme commun, soit il y a des programmes et puis y avoir des contre-programmes. J'ai oublié de vous parler, bien sûr, peut-être cinquième initiative, qui est la proposition de l'Union des mosquées de France, qui n'est pas négligeable non plus, elle. Bon, vous voyez, on est en brainstorming, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir et toutes ces parties-là sont en train de procéder à des réflexions. Mais on est au début des réflexions. C'est pour ça que le président de la République qui avait dit en février dernier, au mois de juin, je vais vous proposer quelque chose, c'est pour ça qu'il a reculé au mois de septembre. Parce que il faut au moins que les intéressés eux-mêmes soient sollicités et expriment un certain nombre de préoccupations, de demandes, de souhaits. Et je crois que c'est ça qui, effectivement, est important. C'est que, voilà, vous avez ces 4 ou 5 initiatives qui sont en œuvre. Et puis, bon, sur quoi ça va déboucher? Je crois que la question que vous posez est tout à fait sensée. Il est évident que le Conseil français du culte musulman s'est dit, nous sommes la légitimité, nous sommes des fédérations, etc. On est les plus légitimes pour essayer de... Mais je pense que
initiative de dire c'est nous qui allons faire l'association cultuelle, ils auraient fait cette proposition il y a 2 ou 3 ans, ils étaient peut-être en moyen de le justifier en disant que matériellement, comment techniquement ils allaient mettre en œuvre cette association cultuelle. Aujourd'hui, je doute de leur légitimité. Voilà. Parfait. Peut-être il y en aura d'autres propositions, d'autres initiatives d'ici l'été, parce sûr. que là, la voie est ouverte maintenant. Peut-être il y a des intellectuels, peut-être il y a des gens qui font pas partie de ces organisations. Il y en a d'autres, comme vous le savez, le milieu de l'islam que vous connaissez, c'est un milieu très divers. Et souvent, on se focalise sur les Maghrébins. Mais il y en a d'autres communautés qui sont des communautés bien sûr. Et qui peut-être ils auront leur mot à dire par rapport à l'islam de France, comment eux ils les voient par rapport à leur angle de vision de la gestion de culte musulman ici en France. Et merci, une dernière question, si vous le permettez, M. Godard. La réforme du wahhabisme saoudien par Mohammed Ben Sultan, par le Ben Salman. Ben Salman plutôt. Merci. Aura certainement de grandes conséquences sur le paysage politico-religieux de l'Arabie saoudite. Et par ricochet dans les autres pays où le wahhabisme a prospéré, la France entre autres. Quels sont vos sentiments sur la question? Alors, pour le moment, disons que les efforts de Mohammed Ben Salman m'ont porté sur la société saoudienne elle-même, sur des réformes audacieuses qui ont été très appréciées par un grand nombre de gens, par exemple concernant les femmes, sur un certain nombre d'autres choses, mais il n'a absolument pas touché au domaine religieux. Bon, parce qu'effectivement, c'est un domaine très sensible. Ça concerne les oulémas de Médine, ça concerne l'université de Médine, ce qui se passe à l'université de Médine. C'est le gros morceau, excusez-moi le mot, mais ça, c'est le gros morceau. Et pour le moment, il n'a pas... alors, bien sûr, du point de vue sociétal, quand vous touchez, par exemple, à la libération de la femme, automatiquement, les gens qui s'occupent de la police des mœurs, entre guillemets, sont choqués. Pour le moment, les oulémas de la Mecque ou de Médine, ils sont attentistes, hein. Maintenant, le discours à l'intérieur de l'université de Médine, le discours d'un certain nombre d'oulémas, de certain nombre de prêcheurs d'Arabie Saoudite, dans les télévisions, il n'a pas changé. Hein? Moi, je ne vois pas de différence, je ne vois pas d'évolution dans le wahhabisme le plus arriéré, hein, qui pointe. Je ne vois pas pointer un progrès en la matière. On a aussi des oulémas qui continuent à nous sortir des bêtises pas possibles, etc. Et effectivement, je vois que Mohammed Ben Salman, qui lui, est plein de bonne volonté par rapport à la réforme de la société saoudienne elle-même, sur le point de vue du noyau central qui est le wahhabisme, il n'a pas encore pris position. Je pense qu'il a la volonté, effectivement, de faire bouger les choses par des voies indirectes. Je reste attentiste. Voilà. Si vous me posez la question, je dirais, à voir. Il faut voir. Et on va attendre. On va attendre, Monsieur Godard. Merci infiniment de cet éclairage. Je vous en prie. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel, la chronique.